Consultant de la DTV, Alioune Soumaré, bonsoir. Bonsoir Sambou, bonsoir à nos amis qui nous suivent sur la DTV. Et j'en profite aussi à l'instar de M. Diagne pour souhaiter nos meilleurs vœux à tous nos amis qui nous suivent sur la DTV et que l'année 2019 soit une année de paix, de prospérité, surtout des élections apaisées. Très bien. On aura également Souleymane Boun Daouda Diop, le directeur de la haute compétition au ministère des Sports, mais également El Hadj Ousseynou Diouf, double ballon d'or sénégalais, ancien international sénégalais de football, pour débattre avec nous justement sur les sujets saillants qui ont marqué le sport sénégalais, mais également le sport africain, notamment le football. Et d'ailleurs, c'est sur ce sujet que nous allons démarrer le temps que Souleymane Boun Daouda Diop soit là et El Hadj Diouf. Nous allons parler d'abord de football avec le football africain, en vous demandant tout simplement de suivre cet élément sur les 10 faits qui ont marqué le football africain en 2018. L'année 2018 a été riche et trépidante pour le foot africain. Nous avons choisi 10 faits marquants avec leur lot de joie et de déception. Dans cette dernière catégorie, pointe incontestablement la Coupe du monde russe avec 5 équipes africaines sur 5 éliminées au premier tour. D'abord, en 1, nous commençons par Mohamed Salah qui a été pharaon d'Afrique. En effet, le 4 janvier 2018 à Accra, Mohamed Salah, star de la sélection égyptienne qualifiée pour le mondial 2018 et meilleur buteur de Liverpool en Angleterre, reçoit le trophée de joueur africain de l'année 2017. Il devient ainsi le premier Égyptien à recevoir cette distinction. Mohamed Salah. Allah, Allah. Il devance son coéquipier sénégalais chez les Reds, Sadio Mané, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur en 2015. En deuxième position, le Maroc gagne le CHAN à domicile. Et c'est le 4 février que l'équipe nationale de football local du Maroc remporte le 5e championnat d'Afrique des Nations CHAN en s'imposant avec la manière devant le Nigeria 4-0. Zakaria Hadraf, auteur d'un doublé, a été le grand homme de la finale. Au 3e rang, nous avons le mondial 2018, le 0 pointé de l'Afrique. Il y avait en effet beaucoup d'espoir sur le Nigeria, le Sénégal ou l'Égypte, un peu moins sur le Maroc et la Tunisie. À l'arrivée, pour la première fois depuis 1982, il n'y a aucune équipe africaine au second tour de la Coupe du monde de football. Cette édition 2018 est l'une des pires de l'histoire du football africain. En témoignent les 11 petits points cumulés par les 5 équipes du continent en 15 matchs. Avec 2,2 points pris par équipe en moyenne, c'est la pire phase finale pour l'Afrique. On est loin des 3 points de moyenne de 1998 et de 2002. En 4e position, le Bénin tombe pour tricherie sur l'âge. En effet, au mois de septembre, un scandale éclate au Bénin. La Confédération africaine de football exclut les écureuils du Bénin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 pour tricherie sur l'âge légal. C'est une contre-expertise IRM à Niamey qui a fait éclater le poteau rose. Les joueurs béninois avaient largement plus de 17 ans. Une vingtaine de personnes seront par la suite poursuivies. Le tout-puissant président de la Fédération béninoise de football, Anjorine Moucharafou, sera condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 2 fermes. En 5, le Madagascar et la Mauritanie dans l'histoire. Niva Rakotoharanimala, seul buteur du match Madagascar-Guinée équatoriale 1-0, est devenu un héros national après avoir donné la qualification historique à Madagascar qui va disputer sa toute première CAN en 2019.
Ce sera également une première pour la Mauritanie qui a validé sa qualification lors de la 5e journée face au Botswana, 2-1 dans le groupe I. Cet immense exploit porte en grande partie la signature de l'attaquant Ismail Diakité, auteur d'un doublé décisif. En 6, Didier Drogba prend sa retraite. À 40 ans, l'un des plus grands attaquants africains de l'histoire, Didier Drogba, annonce sa retraite sportive sur Twitter dans la nuit du 21 au 22 novembre. L'attaquant ivoirien, qui a 106 sélections et 65 buts, aura disputé le dernier match de sa carrière le 9 novembre 2018 à Louisville aux États-Unis en finale de l'USL Cup, une compétition nord-américaine. Formé au Mont l'Éléphant, a joué notamment à l'Olympique de Marseille en France, à Chelsea en Angleterre et à Galatasaray en Turquie. Il a été sacré meilleur joueur africain en 2006 et 2009. En 7, 3e Ligue des Champions pour l'Espérance de Tunis. En effet, le 9 novembre, l'Espérance de Tunis est sur le toit de l'Afrique. Le club tunisien a battu son homologue égyptien Dalali 3-0 en finale retour de la Ligue des Champions. Pourtant, cette partie en 2 manches semblait bien mal engagée après la défaite concédée lors du match aller 3-1. L'Espérance a représenté l'Afrique lors de la Coupe du Monde des clubs 2018 qui s'est jouée du 12 au 22 décembre aux Émirats Arabes Unis et a terminé 5e du tournoi qui sera remporté par le Real de Madrid. En 8, nous avons le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le 30 novembre 2018 à Accra, coup de tonnerre au sein du foot africain. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 n'aura pas lieu au Cameroun. La CAF estime que les Camerounais ne seront pas prêts à temps pour organiser la CAN 2019. Les regards se tournent vers le Maroc. Mais à la surprise générale, le Royaume annonce sa non-candidature. L'Égypte et l'Afrique du Sud présentent officiellement leur dossier. La réponse sera connue le 9 janvier, ici au Sénégal. Mais on n'est pas à l'abri d'un rebondissement d'ici la fin de l'année. En 9, nous parlons de l'insubmersible Super Falcon. En effet, le 1er décembre, l'équipe féminine de football du Nigeria remporte la CAN organisée au Ghana en battant l'Afrique du Sud. Très bien, voilà donc les 10 faits qui ont marqué le football pendant l'année 2018. Commentaire de notre consultant, est-ce qu'il y a un fait qui a été oublié et qui a marqué l'année 2018 selon vous? Oui, peut-être la qualification du Sénégal au mondial. Et puis bon, sinon bon, tous les autres faits sont des faits qui ont quand même marqué l'année 2018. Je citerai par exemple la retraite de Didier Drogba, quand même un monument du football africain, qui a pris sa retraite à 40 ans. Je citerai aussi peut-être le renversement de situation de l'Espérance de Tunis en Ligue des Champions, qui a vraiment marqué. Qui fait couler encore beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au match aller et au match retour aussi. Donc, certains disent même que ce n'est pas digne du football africain. Voilà, c'est indigne du football africain. Ensuite, le fait qui a le plus marqué quand même les esprits, c'est le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun. Ça, je pense que ce sont les faits qui ont le plus marqué quand même les esprits sur le plan footballistique à 100 ans. Ibrahima Diagne, il est du basket, mais il suit bien le football. Alors, quel est le fait qui vous a surtout marqué en football, dans le football africain cette année? C'est d'abord la participation du Sénégal à la dernière Coupe du Monde. Je pense qu'il faut effectivement s'en féliciter. En cas, c'était très honorifique pour nous Sénégalais. Effectivement, on espérait avoir mieux, mais quand même, je pense que ça ouvre quand même des perspectives très intéressantes. Pour preuve, le Sénégal est déjà qualifié à la Coupe d'Afrique. Donc tout ceci montre que quand même que le Sénégal est en train de et qui est en train d'être fait au niveau des autres catégories. Parce que là, quand même, effectivement, on n'a pas parlé, mais aujourd'hui, on voit que le Sénégal est présent
sur tous les tableaux de petites catégories. U17, U17, U23, football plage, qui vient de gagner la Coupe d'Afrique. Donc pour dire que quand même, effectivement, le football est en train de prendre un bon envol. Les petites catégories sont en train de faire de belles prestations et on espère quand même que la prochaine Coupe d'Afrique sera la bonne, qui permettra de ramener la Coupe d'Afrique. Alors, vous êtes un dirigeant du sport. Vous n'aimeriez pas peut-être être aujourd'hui à la place de ceux-là qui dirigent le football africain avec le retournement de situation concernant l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? Ouais, c'est un problème quand même, c'est un problème majeur, bon, qu'il faut peut-être, en pareille circonstance, moi, l'invite que je me fais, c'est toujours d'évaluer, d'analyser, parce que comme on dit, que ce soit échec ou réussite, les deux peuvent être profitables. Face à un échec, il faut analyser la situation, il faut évaluer la situation et faire de telle manière que cet échec ne puisse pas... À qui d'évaluer? La CAF? Tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est vraiment le football africain. Je pense que globalement, la Confédération africaine de football, qui doit évaluer tout ce qui s'est passé de manière très objective, qui permettra de pouvoir éviter que pareilles choses ne se reproduisent. Parce que bon, de ce qu'on comprend, il y a aujourd'hui le problème de disponibilité, des infrastructures, tout ça. Donc il y a un problème peut-être de planification qui se pose, un problème peut-être que du fait qu'on a augmenté le nombre de clubs et qu'il fallait en un temps record mettre en place les infrastructures nécessaires. Donc ça veut dire que bon, c'est comme si de loin on était face à une gestion à vue. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faudra que de manière très objective, et je pense que c'est en cela que j'invite tous les dirigeants, que ce soit sportifs ou ailleurs, il faut savoir se mettre autour de la fameuse roue de Dumaine, plan, do, check, act. Il faut planifier les choses, les faire, évaluer ce qu'on a fait et corriger au moment opportun. Et je sais que donc normalement pour cette Coupe d'Afrique, effectivement, des activités étaient planifiées, des échéances étaient fixées. Malheureusement, les échéances n'ont pas été respectées. Il faut que, de manière objective, que les uns et les autres puissent évoluer et faire de telle manière que ceci ne puisse plus arriver, parce que ça n'en a pas aussi le football africain. On est dans un monde globalisé. Tout ce qui s'est fait en Afrique intéresse tout le monde. Donc ça veut dire qu'effectivement, partout dans le monde, c'est quelque chose qui a animé des discussions. Et on aimerait quand même, quand on parle de l'Afrique, qu'on en parle en bien, non pas en des choses qui peuvent être dégradantes. Le mot échec est sorti de votre bouche, excusez-moi. Est-ce qu'il s'agit de ça? Il s'agit d'un échec dans ce dossier-là pour la CAF? Bon, dès lors qu'on avait fixé quand même des choses, si on ne les réalise pas, ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint. Donc il y a un objectif qui n'est pas atteint. Mais bon, en parlant d'échec, je parle de manière vraiment globale. En toute chose, il faut savoir se bonifier des échecs. En toute chose, quoi, ça vraiment de manière générale. Maintenant, il faut qu'on apprécie pour voir quand même de manière approfondie, fondamentalement, qu'est-ce qui est arrivé pour éviter que ça n'arrive encore. Très bien. Nous avons le plaisir, comme annoncé, de recevoir le patron de la haute compétition au Sénégal, M. Souleymane Boun Daouda Diop, pour ne pas dire Maître Souleymane Boun Daouda Diop, directeur de la haute compétition. Merci d'être venu et bonsoir. Bonsoir Biagui. Je voudrais d'abord m'excuser du retard dû à une réunion qui a un peu duré. Les réunions de fin d'année, ça, c'est bien, ça se comprend. Alors, Soumaré, on peut parler d'échec justement dans cette organisation retirée au Cameroun, échec pour la CAF? Oui, c'est un double échec de part et d'autre. Échec au niveau de la CAF, échec aussi au niveau du Cameroun qui n'a pas su quand même remplir les cahiers de charges qui lui étaient assignés. C'est vrai qu'entre-temps... justement, Diagne en a parlé. De 16, on passe à 24 équipes. Mais ça nous ramène aussi au fait que les pays africains doivent anticiper sur les infrastructures. Ne pas attendre. Ensuite, moi, je pense que même au niveau de la CAF, le fait d'organiser tous les 2 ans une Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il va falloir revoir ce système-là. Et pourquoi ne pas les organiser tous les 4 ans? Ça permettrait à un pays d'avoir 4 ans pour quand même honorer, parce que maintenant on passe de 16 à 24. Il y a très peu de pays qui peuvent se permettre d'organiser une CAN à 24 équipes. Mais 4 ans, les équipes africaines n'auront pas assez de compétition. Non, ça c'est un défaut dans les grandes... Non, mais avant la CAF avait programmé de faire jouer les équipes tous les 2 ans. C'était pour permettre aux Africains
de rattraper le retard qu'on avait par rapport au reste du monde. Mais maintenant, tous les pays, les joueurs africains jouent en Europe. Il n'y a plus de retard pratiquement. Hein. Donc, il y a un nivellement de valeur. Hein. Oui, maintenant, c'est une question d'organisation. Contrairement à l'Europe, où, par exemple, ils ont même rajouté une autre ligue. Voilà. Donc, moi, je pense que, puisqu'on a des problèmes là, parce que là, le Maroc s'est retiré, maintenant il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte qui sont des potentiels candidats. Maintenant, quitte des pays africains, des subsahariens, qui n'ont pas les possibilités d'avoir autant d'infrastructures pour organiser. Donc les organisations vont rester au pays du Nord. Donc ça aussi, ça pose un problème. Il y a beaucoup de choses à revoir en tout cas. Beaucoup. Très bien. Alors, Souleymane Boun Daouda Diop, vous êtes le directeur de la haute compétition. Alors, quels sont, selon vous, les faits marquants du football africain pour l'année 2018? Nous avons parlé de 10 faits, notamment le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Il y a la participation des équipes africaines au championnat du monde et d'autres, en tout cas, faits qui ont marqué le football en 2018. Selon vous, quel est le fait qui vous a marqué le plus? Mais le fait marquant en 2018, c'est la participation, c'est la Coupe du Monde et la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde qu'on peut juger. L'autre fait marquant, je pense que je viens d'entamer la discussion, c'est le retrait de la CAN, de l'organisation de la CAN au Cameroun. Mais je voudrais relativiser parce qu'il y aura échec si en 2019 la CAN ne s'organise pas. C'est là où on peut parler d'échec. Mais donner à un pays le droit d'abriter un championnat et que ceux qui vous ont donné ce droit jugent que vous n'êtes plus en mesure de le faire et de le retirer, ce n'est pas un échec. C'est prévoir. Parce que l'échec serait d'aller au Cameroun et d'organiser dans des conditions pitoyables. Ce serait un échec. Ou bien en 2019 de ne pas trouver un pays d'accueil. Mais le motif aussi, hein, ça... Mais c'est un motif normal parce que le Cameroun avait candidaté pour une Coupe d'Afrique à 16 pays. Entre-temps, la CAF est allée à 24. Et manifestement, d'après les auditeurs de la CAF, le Cameroun n'a pas les moyens d'organiser une Coupe d'Afrique à 24 pays. Donc, légitimement, normalement, il faut retirer la Coupe d'Afrique et la donner à un pays qui a les capacités. Ça vous suffit comme motif? Mais bien, objectivement. Mais tu sais, moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au Cameroun organiser une Coupe d'Afrique dans des conditions qui ne respectent pas les normes. Du moment que ceux qui sont chargés d'évaluer la capacité du Cameroun à organiser ont jugé que le Cameroun ne peut pas le faire, mais il faut retirer. Mais est-ce qu'en moins d'1 an, un autre pays peut organiser effectivement, une CAN qui avait été attribuée à un pays qui a organisé la Coupe du Monde peut valablement organiser une Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud peut organiser, l'Égypte peut organiser, la Tunisie peut organiser, le Maroc peut organiser. Mais il y a énormément de pays africains qui sont capables de prendre la Coupe d'Afrique à 3 jours et l'organiser. Ça ne pose pas de problème. Est-ce que le Maroc avait été cité très tôt dans le dossier et finalement ce n'est pas le Maroc. Est-ce que le Maroc était un bon sparring? En fait, il faut qu'on évite les jeux d'influence. Parce que très tôt, on a accusé le Maroc de vouloir organiser. Parce que le Maroc était candidat à la Coupe du Monde. Ce n'était pas le cas, selon vous? En fait, du moment que rien n'a été officiel, et moi je suis un cadre du sport, je suis un agent du ministère, je ne parle que sur des choses que je maîtrise. Mais le Maroc n'a jamais voulu prendre la place du Cameroun. En tout cas, de manière officielle. Mais actuellement, avec les moyens de communication, avec les nouvelles qui ne sont pas avérées, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais en réalité, ceux qui sont au fait des réalités africaines dans le domaine des infrastructures savaient que le Cameroun n'était pas en mesure d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays. Ça coulait de source. Maintenant, il y avait les élections, il y avait tout. Et la CAF ne pouvait pas anticiper sur le retrait parce que ça pouvait être comme une source de conflit au niveau des élections du Cameroun. Il fallait attendre que les élections se passent pour que la CAF se décide. Et je pense que c'est une bonne décision. Vous n'aimeriez pas sans doute être à la place du ministère camerounais des Sports aujourd'hui? Non, vous en tant que... Lui, il n'est pas responsable des infrastructures. Mais ça fait quoi dans la... Mais justement, en fait, je pense qu'effectivement, ça ne donne pas une bonne image. Mais
là où je dis, moi, en tout cas, moi, si j'étais à la place du Cameroun, quand la CAF devait augmenter les pays jusqu'à 24, je leur aurais dit que, écoutez, moi, j'ai candidaté pour 16 pays. Je n'ai pas candidaté pour 24. Du moment que vous avez décidé d'organiser une Coupe d'Afrique à 24 pays, je me retire. Je n'allais pas m'engager. C'est l'erreur du Cameroun. Ouais, moi, pour moi, si j'étais à leur place, je n'allais pas m'engager à organiser une Coupe d'Afrique à 24, parce que lorsque je posais ma candidature, la Coupe d'Afrique était à 16 pays. Et j'allais m'arrêter à là. Vous avez décidé d'organiser une Coupe d'Afrique à 24 pays. Or, moi, j'avais posé ma candidature pour 16 pays. Je ne suis pas en mesure d'organiser une Coupe d'Afrique à 24 et je me retire. Et pour moi, il n'y aurait pas de honte à le dire. Très bien. Dernière réaction, résumé notamment le beach soccer, Diagne en a parlé tout à l'heure, qui a bouclé, en tout cas pour le football, c'est un football c'est le football spécifique, mais c'est toujours le football, le beach soccer aujourd'hui qui se hisse pour la 5e fois sur le toit de l'Afrique. C'est un fait également important pour le Sénégal. Et quelle est la réaction du ministère des Sports? Mais très important, je pense que des voix plus autorisées ont réagi, le président de la République a réagi, le ministre a réagi, et je pense que je ne peux que m'aligner derrière ces réactions. Le but soccer est en train quand même de donner une belle image du Sénégal, un Sénégal performant, un Sénégal qui gagne. Et je pense qu'on doit les accompagner pour que le beach soccer puisse, à la Coupe du Monde, faire honneur à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à gagner en Afrique. Sur 9 éditions, nous avons gagné les 5. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est conquérir le monde. Se donner les moyens de conquérir le monde. On y reviendra sur les perspectives, mais à côté, double déception de Jaraaf de Dakar et Génération Foot éliminés de leurs compétitions respectives. Oui, oui. Même si le Jaraaf après sera versé reversé en Coupe CAF. Donc c'est une déception certes, mais quand même on a vu quand même une réaction positive des équipes sénégalaises, contrairement aux années précédentes où les équipes se faisaient éliminer au premier tour. Là on a dépassé un tour certes, mais on a aussi, il y avait un handicap de 2 buts, donc le Jaraaf a relevé le défi. Malheureusement le but encaissé sur penalty a vraiment fait défaut. Par contre Génération Foot n'a pas su quand même remonter cet handicap de 2 buts. Donc le Jaraaf sera reversé en Coupe CAF. C'est une très bonne chose pourvu qu'il puisse passer ce cap-là. Une fois en phase de poule, je pense qu'ils auront largement le temps de progresser pour revenir prochainement en Afrique. Parce qu'en fait, il faut être régulièrement dans ces phases de poule-là pour quand même avoir une très bonne équipe. Et je pense qu'ils n'ont pas vraiment démérité, mais malheureusement, ils ont encore calé. Très bien. Voilà. Il y a un dirigeant du Jaraaf qui est là, Ibrahima Diagne. Alors, ce sera quoi la prochaine étape? On sort d'une déception, mais l'équipe a encore d'autres chances, notamment la Coupe CAF. Non, mais je pense qu'il faut se féliciter quand même des participations, aussi bien des Jaraaf que de Génération Foot, parce qu'effectivement, le football marocain est bien apprécié quand même. Le football local marocain, qui a été champion à 2000 pendant plusieurs années, tout ça. Donc résister face à des équipes marocaines, Jaraaf qui est arrivé à remonter 2 buts, Génération Foot aussi qui est arrivé à marquer un but à Dakar. Je pense que c'est des belles prestations. Bon, ça montre que quand même nos équipes ne sont pas vraiment en rate. Maintenant, il est temps que quand même qu'on puisse voir les modus operandi pour voir quand même comment arriver à ce que nos équipes locales puissent s'imposer en Afrique. On a fait beaucoup la Jaraaf, pendant ces dernières années, ça a toujours été l'objectif du Jaraaf, parce qu'aujourd'hui, Jaraaf, ce qui se dit, c'est que Jaraaf a tout gagné au Sénégal, tout ce qui reste, c'est l'Afrique. Mais jusqu'à maintenant, Jaraaf n'arrive pas à percer en Afrique. Et on voit qu'au-delà de Jaraaf, pour l'essentiel des équipes, quand vous sortez champion l'année suivante, vous baissez en régime parce que vous avez du mal à conserver vos joueurs. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, je pense que c'est des choses quand même qui méritent une réflexion beaucoup plus approfondie. C'est pas facile. On est dans un milieu professionnalisé. C'est difficile de retenir ses meilleurs joueurs, mais quand même, il est, je pense, opportun de réfléchir davantage pour voir quand même comment renforcer nos équipes nationales, nos équipes locales, pour qu'elles puissent quand même jouer les premiers rôles au niveau national. Parce qu'aujourd'hui, quand même,
pratiquement au niveau africain, mais au même moment, nos clubs sont loin derrière. Donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. On a une équipe nationale très performante et on a des équipes locales qui sont loin d'être performantes. Donc bon, on s'amène. International, ancien capitaine de la Jeanne d'Arc de Dakar, mais également Ibrahima Diagne, président de la Ligue de Dakar de basketball. Il est membre du comité directeur de la fédération, c'est ça? C'est ça. Vous êtes également membre du comité directeur du Jaraaf de Dakar. Nous avons également l'honneur de recevoir également M. Souleymane Boun Daouda Diop, directeur de la haute compétition au ministère des Sports. Alors, nous allons tout de suite passer au deuxième sujet, c'est-à-dire la rétrospective des faits sportifs qui ont marqué au Sénégal durant l'année 2018. Et nous allons faire le point avec Adam Abité dans cet élément. L'année sportive 2018 restera gravée à jamais dans les mémoires, avec notamment le sacre continent des Lions du beach soccer et la qualification au mondial des Lions du handball, la Coupe du monde de football, le mondial de basket féminin, la chute de Bombardier sont également les autres faits marquants du sport durant l'année. C'est eux qui ont bouclé en beauté l'année 2018. Eux sont les Lions du beach soccer. Partout où ils vont, les Lions du foot de plage s'imposent quasiment à chaque fois. En finale, le Nigeria n'a tenu qu'une mi-temps et le Sénégal a fini par remporter son 5e sacre continental devant la nation la plus titrée en Afrique. À la veille, les Lions du handball sont entrés dans l'histoire du handball africain. Le 10 décembre à Brazzaville, les filles de Frédéric Boujon ont décroché leur qualification au championnat du monde en battant la RDC en demi-finale, s'offrant ainsi une première finale des championnats d'Afrique de son histoire depuis 1974. Même si elles n'ont pas été sacrées, les handballeuses ont quand même émerveillé tout le monde. En finale, elles sont tombées sur une équipe angolaise, mieux armée. Le taekwondo était également sur le podium en Afrique. « 80 kg, il a rugi en battant en finale l'Ivoirien Chersala Sissi, champion du monde et champion olympique, un exploit inédit pour le Lion Couronne, champion d'Afrique dès sa première participation. Ababakar a réussi la prouesse de mettre fin aux 4 ans sans médaille d'or en combat côté sénégalais, après celle de l'année en 2014 par Binta Diédhiou, moins de 57 kg. Dimanche 23 décembre, restera dans les annales. L'équipe nationale féminine du Sénégal a arraché un succès historique à Tenerife, en Espagne. Battue par les États-Unis pour leur entrée en matière dans cette Coupe du monde féminine, les Lions ont lutté jusqu'au bout pour finalement battre in extremis la Lettonie dans les derniers instants de leur deuxième match dans le groupe D, 70-69. Aucune équipe africaine n'avait encore gagné une rencontre de poule en 65 ans et aucune équipe africaine n'avait dompté une nation européenne dans cette compétition. À l'issue de ces preuves, l'équipe nationale de basket féminine a été élue meilleur sportif sénégalais dans la saison. Russie 2018, un souvenir douloureux pour les Lions, attendus pour rééditer l'exploit de 2002. La bande à Sadio Mané est passée à côté de son objectif. À l'issue de la phase de groupe de la Coupe du monde de football, ils ont affiché un bilan contesté par beaucoup d'observateurs. Une victoire, un nul et une défaite. Pourtant, les hommes d'Aliou Cissé étaient dans un groupe jouable avec la Pologne, le Japon et la Colombie. Mais ils ont manqué de charisme. Conséquence, élimination dès le premier tour. Le 29 juillet, un coup de tonnerre a retenti au stade Léopold Sédar Senghor. Le lutteur de l'écurie Taïchingo de Pékin a battu Bombardier dans un combat royal organisé par Léoto Productions. Le choc était très attendu et les pronostics allaient bon train.
Le résultat du combat a été tout aussi surprenant. Face à un Bombardier fort et redoutable, Eumeu Sène a usé d'une stratégie imparable pour pousser son adversaire à la faute et le terrasser. Bombardier perd ainsi le titre de roi des arènes qu'il détenait depuis sa victoire sur Balla Gaye 2 en 2013. En détrônant Bombardier, Eumeu Sène réalise ainsi son ambition, qui était de devenir roi des arènes sénégalaises. Une défaite qui a donné une autre tournure à la lutte sénégalaise, puisque son tombeur a toujours voulu diriger l'arène, une première pour le Pikinois après 21 ans de carrière. Une victoire qui fait de lui le meilleur lutteur avec frappe de cette saison de l'AMPS. Bombardier Eumeu Sène. Eumeu Sène diri na Bombardier. Bombardier Eumeu Sène daan na Bombardier. Lui n'a pas fait comme Eumeu Sène, mais il a été élu boss du foot sénégalais. Il n'a pas été trop étincelant avec l'équipe nationale, malgré les nombreuses attentes, mais Sadio Mané l'a été sous les couleurs de Liverpool. C'est d'ailleurs ce qui a rendu son année 2018 belle, avec ses 20 buts, toutes compétitions confondues, et son 5e sacre consécutif du Ballon d'Or sénégalais. Ce titre individuel a sauvé la saison de l'enfant de Bambali qui avait inscrit le but de Liverpool en finale de Ligue des Champions le 26 mai 2018. Peut-être qu'il fera mieux en 2019 avec surtout les Lions du Sénégal à la CAN 2019 en terminant leader de leur groupe lors des éliminatoires. Vivement que l'année 2019 soit couronne de succès sportifs sur le continent et dans le monde. Merci Adama Bité. Souleymane Boun Daouda Diop, vous êtes mieux placé pour nous parler des performances de nos équipes nationales en Afrique, puisque vous êtes le directeur de la haute compétition. Le Sénégal entre joie, déception et également surprise. Je pense que les joies sont de loin plus nombreuses que les déceptions. Parce que en 2012, le président de la République avait mis en place une politique sportive orientée sur 4 axes. La formation, la gouvernance, les infrastructures et le financement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits de cet investissement. Nous sommes en train de récolter les fruits de cette vision. Dans le domaine des sports collectifs, vous le savez, toutes nos 3 disciplines, le basket, le football et le handball, sont qualifiés à des Coupes du Monde. Ce n'est pas donné. Au niveau des sports de combat, nous sommes en train de faire des percées énormes. Aujourd'hui, nous avons quelques problèmes avec l'athlétisme parce que les performances ne sont pas au rendez-vous. Nous avons des problèmes au niveau de la natation, de la gymnastique, mais ce n'est pas faute de faire des efforts. C'est parce que la natation sénégalaise subit la concurrence des Sud-Africains, des Zimbabwéens, des Tunisiens et des Égyptiens qui ont au niveau mondial. C'est la même chose en gymnastique. Mais aujourd'hui, globalement, le sport du Sénégal sur le plan africain se porte bien, très bien. Les déceptions. Maintenant, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faudrait continuer à financer le sport, mais à diversifier le financement. Parce que comme vous le savez, c'est l'État qui supporte l'essentiel de la participation des équipes nationales à des compétitions internationales. Donc il nous faut chercher une diversification des sources de financement. Il faut continuer la politique des infrastructures et insister sur la formation. Comme déception, je pense que, comme je l'ai dit, on ne peut pas tout gagner. Nous sommes dans le domaine du sport. On gagne, on perd. Ce qui est essentiel, c'est de gagner avec beaucoup d'humilité et de perdre dans la dignité. Qu'est-ce qui vous a déçu? Non, je ne peux pas être déçu par une participation. Parce que moi, ma déception vient du fait que une équipe nationale ne défend pas les valeurs du Sénégal, des valeurs de dignité,
tes valeurs de... Oui, mais aller à une compétition et être éliminé, c'est pas défendre... Mais non, justement, c'est ça que je dis. C'est-à-dire, souvent, on utilise le mot « vous avez échoué ». La compétition ne connaît pas l'échec. Ah oui? Non, on ne peut pas échouer à une compétition. On peut être déçu, mais l'échec, ce n'est pas un mot approprié pour le sport. Mais c'est une déception quand même. Donc, une déception, oui. Mais échec, non, je vous dis, qualifier à une Coupe du Monde, c'est déjà une réussite. Participer à une Coupe du Monde, nous sommes plus de 205 nations au monde. Il n'y a que 32 qui sont invités. Si vous faites partie des 32, c'est que vous faites partie des meilleurs au monde. Et vous ne pouvez pas aller là-bas et avoir une déception. Parce que si on choisissait les 32 meilleures économies du monde, le Sénégal n'y serait pas. Si on pouvait choisir les 32 meilleures compétitions du monde, le Sénégal n'y serait pas. Donc si le Sénégal est dans une compétition sportive ouverte à 250 pays et que le Sénégal fait partie des monde, je pense qu'il ne peut pas y avoir de déception. Vous ne trouvez pas logique la qualification du Sénégal au championnat du monde quand on prend le cadre de football? Mais je dis, c'est ça la réussite du Sénégal. Mettre en place une politique qui nous permet d'être parmi les 5 pays africains à être à la Coupe du Monde, c'est ça une réussite. Alors, c'est ça une réussite. Très bien. Qu'est-ce qui a été, selon vous, la surprise? La surprise le sport qui a créé la surprise. Tu sais, moi, je suis clair. Il n'y a pas de surprise dans le domaine du sport, il n'y a pas d'échec. Ça veut dire que le sport, il faut replacer le sport dans son véritable contexte. C'est un jeu. C'est un jeu. Mais le jeu qui est un jeu qui est très moderne aujourd'hui. C'est très moderne avec des enjeux économiques, des enjeux politiques, financiers. Mais ça ne dépassera jamais un jeu. Mais ça dépasse le cadre de... Quand je vais en compétition, je sais que je vais gagner ou perdre. Mais ça dépasse. Et j'intègre dans ma mentalité ces deux résultats. Je vais gagner ou perdre. Si je gagne dans l'humilité. Si je perds dans la dignité et je vais voir pourquoi j'ai perdu pour que la prochaine fois je gagne. Mais moi, bon, Diagne, réaction par rapport au directeur de la haute compétition? Je vais dans le même sens que monsieur le directeur. Effectivement, pour nous aussi l'occasion en tant qu'acteur du sport de remercier et de féliciter le président de la République par sa vision, effectivement tout l'investissement que le gouvernement est en train de faire pour le sport, mais aussi surtout remercier chaleureusement notre ami, monsieur le ministre Matar Ba. En tout cas, vraiment, il faut reconnaître qu'il est en train de faire beaucoup de bonnes choses. Il est en train vraiment de réussir beaucoup de choses pour le sport de manière générale. Monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, le handball, moi si par exemple vous me posez la même question sur une surprise, ça a été vraiment, je pense que une surprise, une bonne surprise. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a été éliminé en Guinée, mais quand même cette année, vraiment la performance a été vraiment surprenante. Donc ça, quand même vraiment... C'était la surprise. Ouais, ça, on peut le considérer comme une belle surprise. Alors, donc aujourd'hui, en tout cas, il faut reconnaître qu'en tout cas, il n'y a pas de déception. Selon vous, quelle a été, selon vous, la déception cette année? Je pense que quand même globalement sur la participation de nos équipes nationales, il faut s'en féliciter. En tout cas, personnellement, moi, je ne sens pas une déception. Aujourd'hui, au football, effectivement, on aimerait avoir plus, mais quand même la participation du Sénégal à la Coupe du Monde de football a été quand même très appréciable. Malgré l'élimination. Malgré l'élimination, bon, je pense qu'on a fait une belle participation. C'est vraiment à une petite chose. Notre qualification au second tour dépendait d'une petite chose. Je pense qu'on a fait une bonne participation pour la Coupe du Monde de football. Très bien. Avant d'aller à Aliou Soumaré, j'ai en ligne Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive, journaliste, rédacteur en chef du quotidien Sud. Abdoulaye Thiam, bonsoir. Bonsoir Biagui. Très bien. Alors, vous suivez avec nous, bien sûr, ce Déretro Sport. Alors, vous êtes d'accord avec Souleymane Boun Daouda et Ibrahima Diagne. Selon vous, c'était quoi la déception cette année? Bon, écoutez, avant de parler de déception, quand même, il faut commencer par les satisfaits. Je trouve que l'année 2018 a été faste pour le Sénégal, particulièrement l'attribution des JOJ 2022. Par acclamation debout des membres du CIO, tout le monde sait que ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc quelque chose a été fait et a été très bien fait.
moi, le train qui arrive à l'heure, il m'intéresse. C'est quelque chose qui valorise davantage ce que le Sénégal est en train d'être fait, de faire sur le plan sportif. Parce que la dernière infrastructure, pour nous donner cet exemple-là, ici dans notre pays, remonte à 1985, c'était le stade Amitié, devenu le stade Léopold Sédar Senghor. En revanche, maintenant, on peut continuer aussi à citer cette espèce-ci. Vous êtes des handball, vous savez très bien que quand même, on ne peut pas ne pas considérer comme étant une grosse performance ce que les Lions de handball viennent de réussir. On ne peut pas considérer comme étant une grosse performance ce que les Lions de football ont réussi. On ne peut pas considérer comme étant une grosse performance le titre de champion d'Afrique de taekwondo qui a été décroché haut la main par Ababakar Sédir Soumaré devant le champion olympique libérien. Tout le monde est au courant de cette affaire-là. Mais après tout, ici, il y a eu des bouts inachevés. Moi, je retiendrai, par exemple, que je pense qu'on aurait dû faire mieux lors de la Coupe du Monde 2018. Je pense qu'il y avait quelque chose à prendre. Ça, quand même, c'est extrêmement important. Mais si on se contente aussi de la deuxième place, c'est parce qu'effectivement, nous n'avons toujours pas compris que la seule place qui compte, c'est la première place. Donc, on peut être dessus parce que j'aurais bien aimé voir les Lions de handball monter sur le toit de l'Afrique. J'aurais bien aimé aussi voir les Lions de basketball remonter encore davantage pour le 12e titre sur le toit de l'Afrique. Mais l'un dans l'autre, ce qu'on doit retenir, c'est que l'année 2018 a été une année faste pour le football sénégalais. En tout cas, si dans tous les domaines de ce pays-là, si dans tous les domaines on avait obtenu les performances qu'on a réussi sur le plan sportif, le Sénégal allait quitter le statut de pays émergent, mais on allait être complètement dans l'émergence. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de déception donc cette année. Si, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure parce que moi, je pense qu'il y a quand même un goût d'inachevé. Notre participation à la Coupe du Monde, moi, ça me reste en travers la gorge. Parce que ce qui m'intéressait, ce n'est pas seulement que le Sénégal retourne dans une phase finale de Coupe du Monde après l'épopée de 2002. Je pense très bien qu'il y avait de la matière, il y avait quelque chose à prendre dans cette phase finale. D'autant plus que vous ne pouvez pas réussir ce que vous avez réussi. Un match abouti contre la Pologne. L'équipe supposée la meilleure sur les trois équipes qui composaient la poule sénégalaise. Mais après tout, vous faites un match complètement, vous passez à côté à Ekaterinburg contre le Japon. Et le dernier, il restait que 15 minutes pour que le Sénégal composte son ticket pour rentrer dans les huitièmes de finale. On se fait éliminer comme ça. Ça, c'est une grosse déception. Le basketball aussi, le Sénégal... Bon, on aurait dû penser qu'à un certain moment donné, on allait gagner encore le trophée continental. Malheureusement, ce sont les Nigérians qui nous ont empêché ça. Mais on s'est rattrapé un tout petit peu quand même avec la phase finale de Coupe du Monde parce que le Sénégal est aujourd'hui redevenu la première sélection africaine à remporter à franchir le premier tour dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est historique, c'est extrêmement important. Ne retenons pas tout simplement que les déceptions, mais c'est extrêmement important aussi de mettre en avant ce que nous avons réussi. Et je le dis, je le répète très franchement, cette année 2018, le Sénégal a fait un très grand pas en avant. Surtout, le couronnement de tout, encore une fois, ce sont les Jeux Olympiques de la jeunesse que notre pays doit organiser en 2022. Très bien. Merci beaucoup Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive, notre confrère de Sud Quotidien, que nous remercions. Soumaré, allô? Oui, mais c'est bien dit. Hein. Je pense que l'année 2018 a été une année faste pour le sport sénégalais, surtout les sports collectifs, comme on l'a dit, même si en sport individuel, on a glané quand même quelques médailles. Mais je pense que, comme tout le monde l'a dit, il y avait de la place quand même. C'est vrai que c'est bien de se qualifier en Coupe du Monde parce que ce n'est plus un événement maintenant, même pour le football, parce qu'en 2002, quand l'équipe se qualifiait, je pense qu'il y avait une liesse populaire, mais en 2018, tout le monde se disait que c'était normal. Maintenant, le Sénégal se doit de se qualifier régulièrement. Donc ce n'est plus un événement. Maintenant, ce que le public attend, c'est quand même les performances, c'est-à-dire aller au second tour et faire mieux parce qu'on avait une équipe qui était bien taillée pour aller au second tour. Mais le directeur de la haute compétition n'aime pas le mot échec, c'est vrai. Mais nous, en tant que techniciens, on utilise ce mot-là. C'est pas péjoratif, c'est pas très méchant. C'est ce que veut dire que quand on n'a pas réussi, c'est parce qu'on a échoué un peu. Donc moi, je pense que il y avait de la place pour aller au second tour. Parce que vous voyez, on est passé en battant la Pologne. Tout le monde s'était dit que vraiment c'était faisable, c'était possible. Le Japon est venu.
en ayant vraiment une crainte du Sénégal. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a fait marche nulle. Ensuite, on est venu contre la Colombie, qui avait aussi peur du Sénégal, et on a terminé par un échec. Donc, on a commencé par une victoire, ensuite un match nul et une défaite. Donc, l'équipe avait baissé complètement de régime. C'est ça ce qui pousse les observateurs à dire que c'est un échec. Mais je pense que c'est très bien de se qualifier. Il y avait de la place quand même pour aller au second tour. Mais il faut aussi reconnaître qu'au niveau du handball, là, ça a été vraiment, pour moi, si surprise, on ne peut pas parler tellement de surprise parce qu'on savait que cette équipe était bonne, parce qu'il y a 2 ans de cela, on a été éliminés sur le plan administratif. Et les filles avaient à cœur de laver cet affront-là, et je pense qu'elles l'ont fait avec la manière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la finale? Parce qu'après avoir dominé, après avoir mené de quelques points, 9 points, 8 points d'écart, vraiment tout le monde pensait que c'était faisable. Mais malheureusement, bon, l'expérience des Angolaises a prévalu. Mais je pense que là aussi c'est une très bonne réussite par rapport au handball. Et surtout pour une première qualification au mondial. Donc je pense que les équipes, les sports collectifs commencent à prendre goût à la qualification au mondial. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le sport sénégalais. Il faut se féliciter aussi des infrastructures réalisées par le chef de l'État. Ça aussi, on va féliciter tout le monde. Le ministre, comme il l'a dit, qui est du mouvement associatif, et monsieur le directeur de la corporation, vous transmettrez nos félicitations à tous, au ministère et au chef de l'État, parce que là, on voit que, comme il l'a dit tout à l'heure, Ablaye Thiam, depuis 1985, on n'avait pas vu un stade émerger. Moi, j'ai joué l'ouverture de ce match-là le 17 novembre 1985. C'était un Jadjara. Je faisais partie des acteurs qui ont inauguré le stade-là. Et là, ça fait quand même... Là, on est devenus presque des grands-pères. Et là, donc là, il faut s'en féliciter. On a toujours Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense que ça va permettre aux générations futures de pouvoir quand même... Quand vous recevez à Dakar Arena, vraiment ça, c'est un point supplémentaire. Donc s'il y a un stade qui est omnisport, qui est construit à côté, ça aussi sera le don de galvaniser nos joueurs. Parce que venir jouer au stade Léopold Sédar sur un gazon comme ça, des fois ça pose problème pour nos joueurs. Très bien. Est-ce que ces résultats de nos équipes nationales, puisque c'est de ça il s'agit, n'est pas l'arbre qui cache la forêt sur, en tout cas, notre sport au plan local? Parce que dans plusieurs disciplines, ça ne va pas sur le plan local. Nous avons une forêt très touffue dans le domaine du sport. Parce que nous sommes dans le développement durable. La preuve, le football a qualifié toutes ces catégories. Dans les arts martiaux, il y a des compétitions dans toutes les catégories. Au basket, il y a les compétitions au niveau national. C'est-à-dire, aujourd'hui, le football sénégalais et le sport sénégalais est sur des fondements solides. Parce qu'il y a une vision clairement dégagée par le chef de l'État. Il peut y avoir une vision. Et il l'a donné à un homme. Il peut y avoir des visions et que cette vision ne soit pas adoptée par les fédérations. Justement, aujourd'hui, nous avons un ministre des Sports qui est en symbiose totale avec les fédérations, qui a un style de management qui fait que les fédérations sont partie prenante de cette politique sportive. C'est elle qui supporte la politique. Parce que le ministre a mis en place un style de management. Aujourd'hui, vous l'appelez tout à l'heure, il va vous répondre. Oui, mais les performances de nos équipes, par exemple, hein, si on prend le cas du football, nos équipes viennent d'être éliminées. Toutes les deux. On prend le cas du je voudrais entrer dans cette discussion. Oui. En réalité, il ne faut pas juger le football sénégalais à travers les résultats de ces clubs qualifiés en Coupe d'Afrique. Parce que le Jaraaf qui a gagné le championnat, Génération Foot qui a gagné la Coupe, ce n'est pas la même équipe qui joue la Coupe africaine. Parce que nous vivons un dilemme. Nous sommes obligés de vendre nos meilleurs joueurs pour que les clubs puissent vivre. Mais monsieur le directeur, comment un joueur sénégalais peut quitter notre championnat pour aller jouer? Je n'ai rien contre le championnat libanais. Mais aller en championnat libanais, est-ce que ce n'est pas un échec de notre sport sur le plan local? Comment un professeur sénégalais peut quitter le Sénégal pour aller enseigner au Liban? C'est tout à fait normal. Je peux appeler ça échec. Ou bien on n'a jamais vu un joueur marocain quitter le championnat marocain pour venir jouer au... Mais ce n'est pas les mêmes réalités. Ce n'est pas les mêmes réalités. Nous avons un football
qui est devenu professionnel il y a 10-11 ans. Ce n'est pas spécifique seulement au football, hein, même dans les autres disciplines. Dans les autres disciplines, parce que nous avons des disciplines qui sont amateurs. Nous avons eu, par exemple, il n'y a que le football qui est professionnel. Cassé, par exemple, un athlétisme qui a été naturalisé français, et pourtant, il a fait beaucoup de compétitions. En fait, bon, il faudrait que vous laissez un peu le temps de Cassé est allé prendre la nationalité française. C'est un débat. Il y aura d'autres Sénégalais qui prendront la nationalité française parce que la France offre de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions d'entraînement, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités économiques. Il y aura d'autres Sénégalais plus performants Cassé qui resteront Sénégalais. Mais si aujourd'hui la France a voulu de Cassé Anne ou a voulu d'autres, c'est parce qu'au Sénégal, nous l'avons formé. Nos entraîneurs l'ont formé, il s'est entraîné sur nos infrastructures, il a été dans nos écoles pour que la France puisse avoir besoin de lui. Donc ça, c'est une réussite sportive. Le fait que la France, avec toutes les infrastructures, avec tout son encadrement, puisse vouloir un sportif sénégalais, c'est parce que nous avons une bonne pépinière. Ça, pour moi, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Mais qui n'a pas été... Nous lui avons donné tout ce que nous pouvons. Mais nous lui avons donné tout ce que nous pouvons. Mais un pays qui a des problèmes pour payer la bourse de ses étudiants, un pays qui a des problèmes pour construire des écoles, pour faire disparaître des abris provisoires, un pays qui est un pays sous-développé, ne peut pas prendre le sport comme surpriorité. Ce n'est pas possible. C'est une priorité. Nous avons. Mais c'est une priorité. Non, je suis bien placé pour le faire parce que quand j'ai eu le bac, je pouvais faire autre chose. J'ai choisi le sport. Donc, j'ai l'amour du sport. Mais je sais que le Sénégal ne peut pas prendre le sport comme priorité. Vous, père de famille, avant de donner un ballon à votre fils, c'est parce que vous avez déjà payé le loyer, vous avez payé l'éducation de votre enfant, vous avez payé le déjeuner, vous avez le déjeuner, vous avez le dîner, vous avez le petit déjeuner pour après donner à votre enfant un ballon. C'est les mêmes réalités que vive l'État. On ne peut pas faire de sport une priorité au moment où l'éducation n'a pas encore réuni tous les paramètres de Pourtant, Sadio Mané a un salaire plus important que l'ensemble des ministres sénégalais. Mais bien sûr, mais il y avait 1 million de jeunes Sénégalais qui avaient l'âge de Sadio Mané et qui jouaient au football, et qu'il n'y a que Sadio Mané qui a percé. Et s'il avait les conditions. Par contre, il y avait 1 million de Sénégalais qui avaient l'âge de Sadio Mané, et peut-être 1000 sont devenus policiers, 5000 sont devenus gendarmes. C'est-à-dire, le sport est très aléatoire. Très bien. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas spécifique au football. Au basket, par exemple, vous avez joué votre finale du championnat? Oui, on a joué finale championnat depuis le mois de septembre. Le mois de septembre. Aussi, on a terminé la saison passée. Bon, maintenant, on est sur le démarrage de la saison 2018-2019. 2018-2019. Bon, maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, si effectivement les résultats positifs de nos équipes nationales ne sont pas l'arbre qui cache la forêt, bon, effectivement, en tout cas, nous, en ce qui nous compte au niveau du basket, il faut se féliciter effectivement de la bonne percée de nos équipes nationales. Ce n'est pas par hasard que l'ANPS a choisi l'équipe féminine comme meilleure sportive. C'est parce qu'effectivement, l'équipe a fait une performance inédite. U18 vice-champion d'Afrique qualifié qualifié à la Coupe du Monde. C'est une très belle performance. Les garçons, on est presque sûrs qu'ils vont qualifier à la Coupe du Monde. Ils ont vraiment toutes les ressources nécessaires pour se qualifier. Donc ça veut dire effectivement, pour le basket, nos équipes sont en train quand même de faire de très belles performances. Maintenant, nous quand même, on est acteur principal du basketball local. S'il faut apprécier à ce titre, quand même, il y a encore du chemin à faire. Par exemple, nos U18 sont vice-champions d'Afrique alors qu'on n'a pas de championnat de petite catégorie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, notre basket est gangréné. Comment ces U18 ont été dénichés? Vous n'êtes pas le directeur technique? Bon, c'est une sélection parce qu'aujourd'hui, dans ces U18, il y a 2 qui ont joué dans les équipes seniors. Donc c'est une sélection qui est partie gagner. Donc ça veut dire que ça mérite une réflexion. Parce qu'en le disant, ce n'est pas nihiliste. Au contraire, nous nous félicitons de la BFM. Mais quand même, c'est une œuvre continue où effectivement, de manière objective, on doit pouvoir s'évaluer, savoir, comme M. Deta a dit, fixer le cap, la vision
et vraiment œuvrer de manière progressive pour y arriver, mais de manière vraiment la meilleure manière possible. Mais aujourd'hui, quand même, moi, en tant qu'acteur, j'ai beaucoup de choses à dire, par exemple, sur la gouvernance du basket, parce qu'aujourd'hui, la gouvernance dans le basket, quand même, pose problème. Et peut-être c'est l'occasion pour nous aussi aux directeurs aussi d'en faire part aussi aux ministres. Quel genre de problème? Aujourd'hui, on va le dimanche prochain vers un comité directeur explosif. Oui, explosif, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a des... Quand même, vous parlez de quel dilemme? Aujourd'hui, on va vers un comité directeur explosif, parce que pourquoi? On a joué un championnat régulier, bouclé, avec un règlement sportif. Le championnat est fini. Aujourd'hui, on entame une nouvelle saison et on modifie a posteriori le règlement sportif de la saison précédente pour pouvoir effectivement prendre en charge des considérations électoralistes. Et là, les clubs disent non. Qu'est-ce qui se fait? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est tout de suite qu'on va augmenter les nombres de clubs qui vont jouer en D1 pour pouvoir repêcher les équipes de l'année passée qui devaient descendre en D2. Ça pose un problème d'éthique, on trouve. Parce qu'il y a des équipes qui ont saisi même le tribunal arbitral des sports. Donc pour dire qu'aujourd'hui, quand même, au niveau du haut, c'est ça, parce que Tamba Basket a été défavorisé par une décision fédérale. Et là, aujourd'hui, pour nous, l'autorité fédérale doit s'assumer. Mais non pas, par exemple, pour régler un problème, créer d'autres problèmes qui peuvent être des antécédents très graves. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est pour éviter d'avoir un nombre qui, comment ça s'appelle, au niveau des inavoués. C'est ça qui nous pose problème aujourd'hui au niveau du qui. Aujourd'hui, on a ce problème qui est là, qu'on va débattre lors du comité directeur. Parallèlement, les textes du basket sont en train d'être modifiés. Un groupuscule travaille sur la modification des textes du basket à 5 mois des élections, alors qu'on avait le temps, si vraiment, réellement, c'est l'amélioration des textes qui était comme l'objectif assigné de le faire pendant les 3 dernières années. Si je comprends, peut-être le directeur de la compétition va me compléter. Les textes se modifient en Assemblée générale. Extraordinaire. Oui, mais bon, on n'attend pas à 4 mois de la fin du mandat pour convoquer une Assemblée générale extraordinaire, alors qu'on avait le temps de le faire pendant les 3 premières années du mandat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le basket est en train quand même de subir les échéances électorales qui font qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent, que nous trouvons irréfléchies et qui, malheureusement, vont avoir un impact sur l'avenir du basket. Ce que nous appelons aujourd'hui, c'est quand même à la lucidité. On est en train de faire une très belle prestation au niveau international, qu'au niveau local, qu'on fasse une démarche inclusive et participative pour impliquer tout un chacun. Aujourd'hui, la dernière fois, vous m'avez invité sur votre plateau où je parlais du problème de la violence. Ça a atteint un niveau extraordinaire dans le basket. Voici un débat qui mérite, une question qui mérite débat, qu'on puisse en discuter pour trouver des solutions. Mais malheureusement, on ne prend pas les mesures. Qu'ici, au contraire, la dernière fois, j'avais posé ce problème. Au retour, quand j'ai quitté votre antenne, j'ai subi quand même des représailles. Ah oui? Parce qu'effectivement, uniquement, j'ai invité tous les clubs à quand même que les clubs puissent prendre les responsabilités par rapport à cette violence. Et en retour, c'est des représailles qu'on vit. Donc, dans ces conditions, je suis désolé, mais bon, on va encore vivre une année 2019. Représailles venant d'où? De la Fédération sénégalaise de basketball. Très bien. Alors, finalement, voilà, ces résultats sur le plan international, c'est l'arbre qui cache la forêt, quand on entend, en tout cas, ce qu'il vient de dire, M. Diagne. Oui, mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le directeur de la haute compétition est là. Qui va réagir. Qui va prendre les mesures qu'il faut essayer de... Et souvent, ce n'est pas un cas spécifique au basket. Hein? Oui, mais ce n'est pas un cas spécifique au basket, mais je pense que d'une manière générale, j'ai un matière à réflexion, comme on dit, mais je pense que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas mal aussi. Hein, voilà. Alors, très bien. On aimerait bien avoir Abdoulaye Thiam à la régie, Abdoulaye Thiam, pour une deuxième réaction par rapport en tout cas à ce débat. Alors, monsieur le directeur, oui, il parle de comité directeur très houleux. Hein, très écoutez, moi je pense que moi j'étais venu pour un bilan du sport sénégalais, pas un problème spécifique d'une discipline.
Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a... Non, je ne reconnais rien. Ce n'est pas... C'est-à-dire... En réalité, il faut que les fédérations évitent les crises. Au moment où on est en train de... Vraiment, le basket est en train de faire de grands pas et que nous sommes qualifiés au championnat d'Afrique de 2019 pour les filles, nous devons participer à une fenêtre, à la dernière fenêtre pour se qualifier à la Coupe du Monde de 2019, qu'il y a des enjeux énormes qui font que les gens doivent taire leur querelle personnelle pour se consacrer autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement du basket. C'est le développement. Et je le parle de manière générale pour toutes les disciplines. Il y a des crises qui sont des crises crypto-personnelles. Vous ne pouvez pas anticiper ces crises-là au niveau du ministère des Sports, par exemple? Mais nous, au niveau du ministère des Sports, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu nous parlant de ça. Rien reçu nous parlant de ça. Et je pense que ce n'est pas aussi dans un plateau de télévision qu'on doit régler ces choses-là. Ça, c'est un problème de la famille du basket qui doit se réunir pour régler ces choses-là et éviter une crise. Parce que le basket a assez connu de crise ces dernières années. Ouais, parce qu'on parle il faut que les gens fassent preuve de encore. dépassement et de surpassement. Il y a des enjeux plus importants que les positionnements personnels. Il y a des enjeux plus importants. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comment faire pour que le basket ait une compétition en moins de 18, que la petite catégorie joue. C'est ça l'objet de la discussion. C'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est périphérique. C'est périphérique. Parce qu'ils sont autour du basket parce qu'ils aiment le basket. Ils doivent s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement, c'est la promotion. Parce que chaque fois qu'une discipline est en train d'émerger, il y a des problèmes qui naissent, on ne sait pas où, pour plomber ce développement. Et ça nous fatigue au niveau du ministère. C'est pourquoi je dis d'anticiper. Mais parce justement, que la presse en parle. De toute façon, ce qu'il vient de dire n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais il y a des entités, des structures qui vont prendre ça en charge. Mais je donne un conseil, c'est-à-dire, aujourd'hui, le basket est face à des chantiers plus importants que des positionnements personnels. Le basket a des chantiers. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se retrouvent à l'interne pour trouver une solution. Parce que tout ce qu'il vient de dire là, pour trouver une solution. À l'interne. C'est-à-dire dans la famille du basket. Parce que ça, c'est pas une crise, c'est une tension. C'est une tension. On n'est pas encore à l'étape de crise. Et une médiation, même une négociation, peut régler ces choses-là. Et je pense qu'ils sont assez responsables parce que quand même, le basket sénégalais a connu de très grands dirigeants. Et ils sont tous formés par ces grands dirigeants. Ils peuvent se trouver autour d'une table, au niveau du comité directeur. Au lieu que le comité directeur soit explosif, ça doit être un comité directeur qui doit apaiser les choses, éclaircir les choses et que chacun puisse donner librement sa position pour qu'on se trouve autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est comment faire pour gérer ces chantiers du basket. Parce qu'on ne va pas construire un stade de 34 milliards pour le basket et qu'on se retrouve face à une crise. Je pense que Dakar Arena mérite plus qu'une crise de basket. Au contraire, ça mérite que cette famille se retrouve pour rentabiliser cette infrastructure, amener l'Afrique à fréquenter cette infrastructure, organiser des championnats. Voilà l'enjeu du basket. Et ça, ils n'ont pas assez de bras pour se diviser. Parce que c'est une petite famille. Très bien. Je reprends Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam, rebonsoir. Allô? Abdoulaye? Allô? Oui, Abdoulaye Thiam? Allô, Abdoulaye? Allô? Oui, Abdoulaye Thiam. Allô? Allô, Abdoulaye? Voilà, Abdoulaye Thiam qui ne nous reçoit pas bien chez lui. Il suit en tout cas l'émission. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'il vient de dire? Oui, mais il a même répété ce que je venais de dire, c'est pas tomber dans l'oreille de sourd. Et puis là, il a si bien expliqué, la famille du basket, c'est une famille quand même qui avait l'habitude de faire de très bonnes choses, de très grandes choses. Mais le président Diagne l'a dit. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces crises souvent?
vous êtes de la Jeanne d'Arc de Dakar, vous l'avez subi. Hein? La preuve, la Jeanne d'Arc est en train de se reconstruire. La preuve, actuellement, moi je connais ces crises-là. On a tout fait, mais chaque fois qu'une crise est en train de naître, si vous ne faites pas attention, c'est la dégringolade, comme on l'a dit. Vous avez vu la Jeanne d'Arc, à un moment donné, la Jeanne d'Arc faisait partie des 4 meilleurs clubs africains à un moment donné. Alors, maintenant, on se retrouve en 3e division. Et quand la crise commence à couver, on ne peut plus l'arrêter. Donc, je pense qu'il faut tout faire pour l'éviter. Et il l'a dit, le directeur l'a dit, il faut tout de suite s'asseoir autour d'une table et régler ces problèmes-là. Parce que c'est des problèmes crypto-personnels. On va faire des élections, il y a des gens qui veulent rester, il y a d'autres qui veulent rentrer. Je pense qu'il faut... Peut-être qu'il faut le faire avant le comité directeur. Il faut un esprit de dépassement. De dépassement. Nous sommes tous des sportifs. Je pense que chacun peut rendre service à son sport, à quelques stations qui se trouvent. C'est ça que la réalité. Je rappelle tout simplement. Tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas... Voilà. C'est ça la réalité. Et le président l'a si bien dit. Mais quand même, il faut être démocratique. Démocratique et puis faire les choses clairement, ne pas... Non, je pense qu'effectivement, le directeur a parfaitement raison. Il a raison. C'est ce qu'il nous faut. Et malheureusement, c'est ça qui nous a manqué dans le basket et c'est ça que nous réclamons. Ça fait 3 ans, on n'a connu que 2 comités directeurs. En 3 ans et demi. 3 ans, 6 mois, on a connu 2 comités directeurs. En 3 ans, 6 mois, on n'a connu que 2 assemblées générales. Alors qu'aujourd'hui, comme il a dit, les enjeux sont énormes. Effectivement, dans ce basket, on n'a pas suffisamment de ressources humaines. Le peu qui en est, si on les écarte du fonctionnement de la réflexion, ça pose problème. Aujourd'hui, le comité directeur, l'assemblée générale... Écarté, vous vous sentez... Non, quand le comité directeur n'est pas convoqué, n'est pas tenu, les gens n'ont pas de cadre, d'expression, de réflexion, de partage. Et qu'aujourd'hui, que c'est le bureau qui se substitue au comité directeur pour prendre toutes les décisions, ça pose problème. Ça pose problème. Aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est ça, à ça que nous invitons les uns et les autres. Nous dire qu'aujourd'hui, il faut quand même que les instances régulières de notre fédération puissent fonctionner. Ça permet, quand il y a un problème, qu'on puisse le poser, mais qu'on le pose de manière objective, mais non pas de manière détournée. On a un problème entre fédération Tamba Basket. Au lieu de solutionner le problème, on dit non, on ne solutionne pas par rapport au problème posé, mais on trouve une autre alternative qui a d'autres incidences. Parce qu'aujourd'hui, sur notre championnat, 12 clubs pour les garçons, 12 clubs pour les filles, mais le championnat était escamoté. Au lieu d'évaluer ça et de corriger, on augmente les clubs. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on démarre les compétitions le 8 janvier, on ne connaît pas le classement du championnat de l'année passée. Oui. Qui a été champion? Le champion, pour les garçons, champion, vice-champion, on a joué la finale au mois de septembre. On a connu le champion que la semaine passée. Pour les filles, l'année passée, on a joué une poule unique. À la fin du championnat, on connaît le premier, on connaît le deuxième, on connaît le troisième, on connaît le quatrième, mais on ne connaît pas le cinquième, on ne connaît pas le sixième, on ne connaît pas le septième, on ne connaît pas le huitième. C'est pareil aussi pour les garçons. Ça veut dire qu'on a un championnat qui a été escamoté. Ce qu'il fallait, c'est d'appeler tous les acteurs qu'on évalue. Ce qu'on a fait. Et de cette évaluation, qu'on puisse prendre des décisions. Mais non pas convoquer un bureau directeur pour prendre des décisions et appeler les autres pour qu'ils adoptent la décision. C'est ça. C'est ça que nous disons non. On est doté d'une intelligence. Quand il y a un problème, on nous appelle et on en discute. Pour trouver. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit quoi? Le niveau du championnat est faible. Effectivement, les dames sont vice-championnes d'Afrique, mais le niveau du basket local féminin est très faible. C'est faible, on dit que la solution, c'est quoi? C'est d'augmenter le nombre de clubs. Est-ce que c'est ça la solution? On dit que le niveau est faible. C'est effectivement ce qui a été dans l'argumentaire. Le niveau du championnat est faible, il faut augmenter le nombre de clubs. C'est une solution, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Il faut qu'on en discute. Au moment où on n'a pas de championnat de petite catégorie, peut-être que les ressources qu'on va investir sur de mini-basket, on n'a plus de mini-basket, on n'a plus de petites catégories, on n'a plus de formation. Donc aujourd'hui, effectivement, le DET a dit que les 4 axes, c'est ça, c'est le financement, la formation, la gouvernance et les infrastructures. Voici 4 axes de réflexion. 4 axes de réflexion sur lesquels on devait réfléchir pour voir. Et ça, c'est pour chaque fédération, parce que moi, j'adopte bien la méthode. Chaque fédération doit adopter, en tout cas, ces 4 axes-là. Mais aujourd'hui... Je reviens à vous tout de suite. Je reprends Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam. Oui, Biagui. Alors, rebonsoir.
Bonsoir. Alors, les performances en équipe nationale, est-ce que, pour toutes les équipes nationales, hein, est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt dans notre sport? Oui, ça c'est un commentaire qui peut être accepté, d'autant plus que là, il s'agit de l'élite. Quand il faut voir le sport de marche, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes. En tout cas, d'une manière globale, on peut prendre le football où encore les clubs sénégalais ont été éliminés dès le premier tour. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, non. Et oui, pour le football, oui, mais pour les autres disciplines, on peut penser que non, parce que quand même, je pense que ce qui se fait au niveau du taekwondo, j'ai donné tout à l'heure le champion d'Afrique, Soumaré, c'est ici même qu'il a été formé. Quand vous allez dans des disciplines comme le basketball, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez intéressant qui se fait au niveau du basket local. En revanche, pour ce qui concerne le football... Mais il n'y a aucun club qui participe aux compétitions internationales, par exemple. Oui, c'est une vérité. Par exemple, si vous voyez ce qui se passe avec le football, mais la question, elle peut être résolue autrement. Parce que moi, je me souviens très bien, la Jeanne d'Arc de Dakar, on a l'habitude de répéter, mais les gens oublient que la Jeanne d'Arc qui a réussi cette performance, le Sénégal était encore dans le football amateur. Donc, pour réussir ce que la Jeanne d'Arc a réussi, c'est simple. On ne peut pas continuer aujourd'hui à laisser la sous-région venir faire ses emplettes au Sénégal, alors que quand la Jeanne d'Arc réussissait sa performance, Oumar Seck était parti au Burkina Faso pour prendre Narcissi Yameogo, il était parti au Mali pour prendre Abba Koné, il était parti en Gambie pour aller prendre là-bas Abdourahmane Konté. Au Sénégal, tous les meilleurs joueurs sénégalais jouaient ou voulaient jouer à la Jeanne d'Arc de Dakar. Tout le monde se souvient encore ce transfert extraordinaire qu'il a réussi, faisant passer Ousmane Doy malheureusement à la Jeanne d'Arc. Omar Seck moom ako jaraaf ako Gia. Omar Seck ako Gia moom Omar Seck alors parlons rapidement, il nous reste que 2 minutes. Directeur, alors nous allons parler des perspectives. Nous allons vers une année 2019 où nous avons un programme véritablement très chargé en compétitions internationales. Alors, c'est quoi l'axe principal? Aujourd'hui, l'axe principal au niveau, parce que nous avons gagné le droit d'accueillir les Jeux Olympiques de 2022. Et nous allons, dès 2019, mettre l'accent sur la petite catégorie. C'est-à-dire sur les catégories qui seront intéressées aux Jeux Olympiques 2022. C'est-à-dire 2022, ce seront les 14-18 ans. Donc nous avons déjà fait une convocation pour que toutes les fédérations viennent nous proposer un plan stratégique 2019-2022. Parce que nous avons en 2022 2 défis à relever. D'abord le défi de l'organisation. C'est la première fois que l'Afrique organise des Jeux Olympiques. Et nous devons gagner le pari de l'organisation. Donner une image de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le candidat de l'Afrique. C'est l'Afrique qui organise. Mais au-delà de ce défi d'organisation, nous devons relever le défi de la participation. Ça c'est pour 2022. Maintenant, pour 2019, d'abord, c'est la CAN de football. C'est la Coupe du Monde de basket, la Coupe d'Afrique de basket chez les dames, la Coupe du Monde chez les garçons, chez les U18, et toutes les CAN de football, U17, U20, U23 et seniors. Donc nous avons un chantier au niveau des les championnats du monde de handball. Et je pense que nous devons mettre en application la vision du chef de l'État qui est de diversifier les ressources, parce que l'État aura des difficultés pour supporter toutes ces dépenses-là que va engendrer la participation du Sénégal au championnat du monde. Et les championnats classiques, les championnats du monde des sports individuels. La perspective aussi, c'est d'éviter le plus possible les crises au niveau des fédérations par l'application des textes qui nous régissent. Les fédérations ont l'obligation, chaque année, de convoquer une assemblée générale d'information. Ensuite, tenir à date échue les comités directeurs
véritablement mettre en place une gouvernance démocratique et transparente. Ça va démarrer pour 2019. Et je pense que mon ami Léopold Senghor, qui est en charge de cet aspect, va y veiller. Parce qu'il a reçu des instructions du ministre pour que les fédérations respectent les textes qui les régissent. Au niveau de la formation, nous allons continuer avec la direction de la formation et du développement sportif à mettre l'accent sur la formation des cadres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué une chose, nous n'avons plus beaucoup de cadres de très haut niveau dans certaines fédérations. Parce qu'il y a un défaut de renouvellement des connaissances. Or, le sport est dynamique. Le sport change. Il faudrait que les entraîneurs, les techniciens puissent s'adapter à cette évolution du sport par la formation. Les infrastructures, le chef d'État l'a annoncé, nous allons avoir un stade, nous allons réhabiliter Demba Diop, nous allons réhabiliter Léopold Sédar Senghor, nous allons réhabiliter Elimane El Fall, ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé en Mbao est dramatique. Nous ne pouvons pas dépenser de l'argent pour que des jeunes puissent détruire ce que l'État construit. Mbao est resté 2 ans sans jouer. Nous avons fait des efforts énormes pour les doter d'un stade, pour des choses. Et la violence au Sénégal est le fruit de l'impunité. Il faut l'accepter. C'est que les gens puissent casser les stades sans aucune... C'est le fruit de l'impunité, c'est-à-dire c'est de l'impunité. Parce que chaque Sénégalais a quelqu'un de haut placé pour le sortir de ses problèmes quand il pose un tort à la société. Et ce n'est pas normal. Qui doit veiller à ça? Mais c'est la justice qui doit veiller sur ça, parce que c'est de l'impunité. C'est-à-dire ils sont violents parce que c'est sachant impuni. Impuni, c'est que ça. C'est de l'indiscipline caractérisée. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas dépenser des milliards du contribuable sénégalais pour que des jeunes les mettent à sac pour une journée. Parce que nous sommes un pays sous-développé. Nous ne pouvons pas investir sur les infrastructures pour que le lendemain, tout se casse. Donc moi, je pense qu'il faudrait que la justice nous aide vraiment à préserver nos infrastructures. Les fautifs sont identifiés, il faut les punir. Avant de passer la parole à Soumaré, parlant d'infrastructure justement, et de la préservation de l'infrastructure, comment aujourd'hui peut-on comprendre, c'est vrai, ce n'est pas votre domaine, mais comment aujourd'hui peut-on comprendre qu'il y ait arène nationale et qu'on quitte l'arène nationale pour retourner encore dans un stade parlant de lutte? En tout cas, moi c'est pas ma position, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si on construit l'arène nationale, c'est pour y faire de la lutte. Justement. Je ne sais, bon, peut-être que c'est des décisions que je ne maîtrise pas, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est un paradoxe. On ne peut pas réclamer depuis 1996 une arène nationale, on vous donne une arène nationale, vous boycottez l'arène nationale pour aller dans un stade, ce n'est pas normal. Vous avez une arène, on doit lutter dans les arènes. Ça, moi, c'est ma position. On doit lutter dans les arènes. On ne peut pas faire 34 milliards d'investissements pour que les gens disent non, tous les prétextes. Il faut essayer et corriger au fur et à mesure. Très bien. Alors, 2019, hein, comme il l'a dit, c'est une année faste. Nous serons à la Coupe du Monde. Alors, souvent, tantôt d'ailleurs, il en a parlé, on se qualifie, mais après, c'est juste une petite participation, on revient. Est-ce que ce sera l'objectif? Oui, l'objectif sera d'aller le plus loin possible, hein, parce que comme on l'a dit tantôt, le Sénégal a maintenant l'habitude de se qualifier aux phases finales de Coupe du Monde. Ce n'est plus un événement, c'est devenu un fait ordinaire, hein, pratiquement, pour ne pas trop. Donc, je pense que maintenant, le défi, c'est d'aller le plus loin possible. Et chaque fois que vous participez, que vous allez plus loin, vous prenez goût à la compétition et vous devenez habitués à la compétition. Donc, on maîtrise tous les paramètres qui vont avec la haute compétition. Et je pense que le Sénégal l'a démontré lors de la Coupe du Monde. Tous les ingrédients étaient réunis pour une bonne participation. Ça, il faut féliciter l'État, le directeur de la... Ça ne date pas. Maintenant, mais il y a des progrès qui sont faits. Ça fait presque oui, mais ça, 6 ans, mais c'est des progrès 10 ans même. Voilà, c'est le Sénégal se réunit toutes les conditions pour on ne parle plus de primes, on ne parle plus d'hébergement, il y a des missions avancées. Il n'y a plus de problème de primes et on ne gagne pas. Et c'était le problème, c'était vos problèmes, vous. Nous, on n'avait pas ça. C'est les parents pauvres. On disait, voilà. Non, je les plains quand je les vois. Ah oui, nous, on était les parents pauvres. Parce qu'on disait, bon, parce qu'on n'a pas payé les primes, voilà, l'équipe nationale a levé les pieds, on ne gagne pas. Aujourd'hui, tout est nickel. Tout est nickel. Ça ne gagne pas.
Donc c'est là où j'exhorte tout le monde, parce que le problème de l'État maintenant, ce n'est plus tout est réglé. Hein. Là, il y a des directeurs de haute compétition qui ont des missions avancées. Vraiment, tous les ingrédients sont réunis pour faire une bonne participation. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure le directeur, on va en compétition, il y a toujours des... Parce que tout le monde va en compétition pour gagner. On ne peut pas toujours gagner, certes, mais il faut faire une très bonne participation. C'est-à-dire ne pas avoir de regrets après avoir joué un match. Donc c'est ça qu'il faut. Maintenant, voilà. Gagne Bon, effectivement, je pense que vous avez raison. Maintenant, bon, spécifiquement au basket, je pense que c'est plutôt le contraire. On a les ressources qu'il faut, et ça, il faut se féliciter de l'apport considérable du ministère des Sports, mais aussi des partenaires. On a des compétences qui sont là, c'est-à-dire vraiment des joueurs de qualité. On a des résultats, mais souvent le problème que nous notons, c'est des dysfonctionnements dans la préparation et dans la participation de nos équipes nationales. Et peut-être qu'en perspective, c'est en cela que j'invite les élèves, j'invite les acteurs, parce qu'on a dit les gosses, les gosses, les ressources sont là, tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de mission avancée. Les Lions, en allant au championnat du monde, sont partis en ordre dispersé. Voilà. Parce que les gosses, effectivement, c'est pas loin. On a 2 délégués fédéraux. On aurait pu envoyer quelqu'un qui va aller avant l'effectif, pour régler les problèmes d'hébergement, d'accueil, tout cela, et que effectivement le second délégué fédéral puisse venir avec le reste de l'effectif. Donc je pense que c'est des dysfonctionnements comme ça que nous notons, et en cela nous invitons vraiment, nous tous acteurs du basket, qu'on puisse quand même se préparer suffisamment. L'année prochaine, on aura une année très chargée. On a la fenêtre de février. On a la Coupe du Monde pour les U19, on a la Coupe du Monde pour les garçons, on aura aussi l'Afro-Basket aussi pour les filles, où nous devons aller récupérer notre trophée. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de compétitions, il nous faut se préparer. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore le programme d'activité pour la saison qui a déjà démarré. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va démarrer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va démarrer la D2, on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer les finales. On ne sait pas trop, c'est le flou absolu. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du nihilisme. Au contraire, nous essayons quand même de contribuer pour que les uns et les autres, puisque malheureusement, quand on est critique, on devient incompris. Et c'est ça qui est un peu dommage dans l'environnement où nous sommes. Bon, c'est pour ça qu'on profitera du prochain comité directeur pour attirer l'attention des uns aux autres, quand même qu'on puisse sortir un programme d'activité. Sur toute l'année, on sait quand l'année on sait quand on doit avoir un programme d'activité, non pas un programme de match, mais un programme d'activité. Aujourd'hui, dans le programme général, on doit y insérer même il y a la direction technique pour ça. Bon, mais malheureusement, on n'a jamais de programme général. Ça fait 3 ans, on n'a jamais eu de programme général où dans un seul programme, on a aussi bien les compétitions nationales, locales que les compétitions internationales, qu'on puisse voir quel est l'agencement nécessaire, tout ça, on ne l'a jamais eu. Donc aujourd'hui, fondamentalement, notre problème au niveau du basket, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a effectivement la nécessité d'avoir une démarche participative inclusive, la planification des activités, l'évaluation des activités. On est revenu de Coupe du Monde, on est revenu de Coupe d'Afrique, le comité directeur n'a pas été invité pour prendre possession de l'évaluation. C'est la première des choses. Quand on revient d'une Coupe du Monde, on doit inviter le comité directeur pour évaluer ce qu'on a fait et pouvoir quand même corriger. Ça permet à nous qui n'étions pas là-bas de donner, avoir un externe, d'apprécier et de dire ce qu'il faut corriger. C'est ça l'objectif qui est visé. Mais malheureusement, souvent les critiques sont aperçues comme des critiques personnelles, alors que c'est toujours dans le sens de bien faire. Merci. Un vaste chantier devant vous, monsieur le directeur de la haute compétition. Hein? Ben, en fait, on n'a pas peur parce que... Peut-être l'autre question aussi, on dit souvent l'équipe nationale de football voyage bien, est bien entretenue, contrairement aux autres disciplines où, franchement, voilà, ce n'est pas du tout ça. C'est des choses à corriger aussi. Non, je pense que ce n'est plus la réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Par exemple, il a soulevé le problème du basket au Nigeria. En fait, ce qui s'est posé, c'est qu'au Nigeria, la confédération, la FIBA Afrique a demandé $50 par personne et par jour. Et nous avons payé intégralement ça. Quand nous sommes allés au Nigeria, on s'est rendu compte que l'hôtel n'était pas approprié.
Et nous avons perdu les $50 par personne par jour que nous avons payé pour aller chercher un hôtel à la dimension de notre équipe nationale. Donc, nous avons reçu, monsieur le ministre Matarba a reçu un mandat du président de la République de mettre nos sportifs de haut niveau dans de très bonnes conditions. Et depuis 2012, c'est ce qui se passe. Oui, mais comment expliquez-vous qu'une équipe nationale voyage en ordre dispersé? En tout cas, pas pour le football, mais pour les autres disciplines. Le basket a voyagé. Mais parce qu'ils n'ont pas quitté la même ville pour se rendre au Nigeria. C'est normal. Quand vous ne quittez pas la même ville, vous êtes obligé de voyager. Ça, c'est une organisation. Le football, les joueurs ne sont pas dans non, mais parce que les joueurs ne sont pas dans le même pays. C'était une fenêtre. Les joueurs se retrouvent tous à Paris. Oui, pour prendre un avion. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Ce n'est pas le cas en Afrique. C'est-à-dire, à Paris, tu as toutes les destinations. Mais en Afrique, ce n'est pas possible. En Afrique, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que voyager en Afrique nous pose énormément de problèmes. Énormément. C'est pourquoi, quand c'est le football, souvent nous sommes obligés de louer un avion parce que le nombre, la taille de la délégation nous autorise à ça. Mais dans les autres disciplines, ce n'est pas possible. Ensuite, comme je l'ai dit à un journaliste hier, le Sénégal a opté pour la pluridisciplinarité. C'est-à-dire l'égale dignité de toutes les disciplines. Mais on ne traite pas toutes les disciplines sur le même pied d'égalité. Parce qu'ils n'ont pas la même signification. Le football s'est qualifié à la Coupe du Monde, a participé à la Coupe du Monde. Il a ramené 6 milliards dans ce pays. Les autres, quand ils se qualifient, c'est nous qui payons en plus. Et rien ne rentre. Donc ce n'est pas possible. Quand le football joue au stade de l'Amitié, nous avons 80 millions de recettes qui nous permettent de combler certaines dépenses. Quand les autres jouent, il n'y a pas de recettes. Finalement, vous faites du commerce. Hein? Mais nous, on ne fait pas du commerce. C'est-à-dire, vous, quand le football organise un tirage au sort à la Coupe du Monde, vous partez tous. Quand les autres fédérations vont en Coupe d'Afrique, il n'y a aucun journaliste. Mais c'est comme ça qu'on gouverne aussi. On gouverne ça c'est le privé. Ça c'est le privé. Aujourd'hui, vous devrez permettre aux médias publics de voyager avec toutes les équipes nationales. Ça fait partie de la gestion. Ah oui, parce que c'est l'État qui doit tout prendre en charge. C'est cette mentalité qu'il faut. C'est cette mentalité qu'il faut. L'État n'a pas, je l'ai dit, l'État n'a pas la possibilité de prendre en charge toutes les dépenses liées au sport. Réunir les conditions. Non, c'est aux médias de réunir les conditions de l'histoire. Nous, on les appuie. Et on a toujours appuyé les journalistes. Mais l'engouement que vous mettez autour de l'équipe nationale du football, ce n'est pas le même engouement que vous mettez autour des autres disciplines. Oui, mais l'État ne doit pas fonctionner comme ça. Justement, l'État fonctionne. L'État, je le dis, l'État a opté pour la disciplinarité. Nous avons l'équité dans le traitement des fédérations, mais pas l'égalité. Il faut que ça se comprenne. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue d'image, traiter au même titre le football que les autres disciplines. Ce n'est pas possible. Parce que l'engouement qu'il y a autour du football, on ne le trouve pas autour des autres disciplines. Et il faut l'accepter. Et il faut l'accepter. Ça, c'est même sur le plan mondial. C'est sur le plan mondial. C'est sur le plan mondial. Le football a fait d'un tirage au sort un événement mondial. Est-ce qu'il y a une autre discipline qui peut faire de son tirage un événement national même? Non, donc il faut comprendre la chose. L'État du Sénégal ne peut pas traiter de la même façon le football avec les autres disciplines. Si je ne le dis pas, je ne dis pas la vérité. La vérité est que nous gouvernons pour une majorité. C'est ça le gouverner. Gouverner, c'est poursuivre la majorité dans ce qu'elle veut. Et la majorité est autour du football. Donc nous sommes obligés de faire une discrimination positive pour le football. Mais ça ne veut pas dire que nous avons oublié les autres fédérations. Le basket en sait quelque chose. Nous faisons d'énormes efforts pour mettre le basket dans d'excellentes conditions. En tout cas, merci beaucoup. 2019, on prend un train ou une voiture ou le terre. On prendra le terre. On prend quoi? Non, mais vous me relancez sur les JOJ de 2022. Parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal a gagné le droit d'organiser les JOJ de 2022,
c'est pas à cause de ses performances sportives. Non, c'est parce que c'est à cause de son plan Sénégal émergent et c'est-à-dire de son infrastructure, de son réseau hôtelier. Sénégal émergent seulement, c'est de ses infrastructures. Les infrastructures sont nées d'une vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... les infrastructures, c'est sous... mais non, le plan Sénégal émergent. Oui, le socle sur lequel se bâtit... On ne va pas parler de politique, mais l'autoroute à péage pour aller à Diamniadio, qui l'a fait? Le Sénégal. C'est le Sénégal qui l'a fait. Il faut éviter de personnaliser. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal qui a construit son autoroute à péage. C'est le Sénégal qui a construit son aéroport. C'est le Sénégal qui a mis en place son plan Sénégal émergent. C'est-à-dire, il faut... Quand vous dites plan nous avons au Sénégal une manière de personnaliser les réalisations. Parce que vous avez utilisé le plan Sénégal émergent. Je dis le plan Sénégal émergent vient d'arriver. Avant plan Sénégal émergent. Mais il y avait quelque chose. Je l'ai toujours dit. Nous, Sénégalais, nous avons souhaité que Abdou Diouf fasse mieux que Senghor. Que Abdoulaye Wade fasse mieux que Abdou Diouf et que Macky Sall fasse mieux que Abdoulaye Wade. Et que demain, celui qui va remplacer Macky Sall fasse mieux que lui. C'est ça le développement du Sénégal. Je suis d'accord, mais peut-être vous aurez dû dire tout simplement grâce à cause de nos infrastructures, parce que bon, les infrastructures... Nous avons, ça dit que le dossier que Diagne Ndiaye et son équipe a présenté au CIO, c'est adossé sur le plan Sénégal émergent. Mais et dans le plan Sénégal émergent, il y a le terre, il y a les infrastructures, il y a l'autoroute, il y a le péage, il y a tout. Parce que c'est un acquis du Sénégal. C'est un acquis du Sénégal. C'est un acquis du plan Sénégal émergent. Non, rapidement, parce qu'on me signale que voilà le temps. Non, vous remercier et vraiment féliciter tous les participants. Je pense qu'on a eu un débat sain, de qualité, qui a permis effectivement à tout un chacun de s'exprimer et effectivement de pouvoir faire le bilan et de se projeter vers l'avenir. Notre souhait, c'est que cet avenir soit illuminé de réussite, de bonheur, effectivement que l'année prochaine, que le Sénégal puisse rayonner mieux encore que 2018 sur le plan sportif. On a été très satisfait des réalisations sportives pour 2018. On souhaite vraiment que 2019, que le Sénégal puisse revenir avec la Coupe d'Afrique de basket pour les filles. Coupe du Monde, on a été notre dernier passage, on a été jusqu'en 8e de finale. Que cette année, qu'on puisse aller plus loin que les 8e de finale. Que les U18, c'est leur première participation, qu'on ait aussi la même réussite que ce que les filles ont fait lors de la dernière Coupe du Monde. Mais aussi que sur les autres sports, handball, football et autres, qu'on puisse vraiment revenir, surtout pour le football aussi, avec notre premier trophée continental. On en rêve. Avant le basket, c'est le rêve. On espère que 2019, vraiment, ce sera la bonne voie. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un débat alléchant. Véritablement, nous avons fait le tour du sport sénégalais. Et comme l'a dit Diagne, nous nous sommes projetés vers l'avenir. Nous souhaitons un avenir radieux à tous les Sénégalais, mais surtout à nos sportifs, à nos équipes nationales dans toutes les grandes compétitions. Je pense que les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse faire de très bons résultats, en tout cas au ministère des Sports, que nous félicitons M. Matarba, que nous souhaitons également une année 2019 rayonnante de gloire sportive, mais également la paix règne au Sénégal. Alors, je rappelle que nous avions invité la Fédération sénégalaise de basketball, mais qui ont finalement décliné l'invitation. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas venus. Mesdames, Messieurs, merci. C'est un plaisir de vous servir ce soir dans des rétrosports. Nous avons fait donc, comme je l'ai dit, le tour du sport sénégalais et du sport mondial, surtout côté football. Nous vous souhaitons une excellente année 2019. Merci à Aliou Soumaré. Merci à Souleymane Boun Daouda Diop, directeur de la haute compétition. Merci à Ibrahima Diagne, président de la Ligue de basketball de Dakar. Mesdames, Messieurs, à vous aussi, nous vous remercions d'avoir été avec nous. À très bientôt et surtout, bonne année 2019.